C'est ça. On a le sens. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de LC pour cette émission Talk Talk. Nous sommes au dernier rendez-vous de la semaine et nous recevons ce matin en studio deux confrères comme d'habitude. Le premier, vous le connaissez, Carlos. Comme la vie qui tombe. Il est le patron du journal L'Indépendance Express. Bonjour Carlos. Bonjour Junior, bonjour chers téléspectateurs. Second invité, il s'appelle Tchakala Adirou, le patron du journal Le Courrier de la République. Bonjour Tchakala. Bonjour Junior et puis bonjour à toutes celles et tous ceux-là qui nous suivent en cet instant. Dans la deuxième partie, nous aurons comme invité le professeur Magloire Kwakouvi. Donc avec lui, on va faire le bilan de 10 ans de l'accord politique global APG. Avant toute chose, voici la une des journaux. La une des journaux de ce vendredi donc dans les kiosques, la une des journaux. Nous démarrons par le journal L'Alternative. L'Alternative de ce vendredi qui titre SNPT. Le DG Michel Kédié s'offre une voiture de luxe de 60 millions mais refuse de satisfaire le personnel. Affaire de 5000 tonnes d'engrais, droit de réponse. La société SCD Dakar à mi-vie apporte sa version des faits. Panama Papers, Wassem Gate, femme écrit à Klassou pour demander une série d'audits de Wassem. Dans les kiosques également ce matin, nous avons le journal Liberté. Liberté qui écrit accord politique global. Accord politique global. Une seconde, permettez. Accord politique global. 10 ans après. 10 ans après, les réformes essentielles toujours attendues, Fort Gnassingbé tourne le peuple en bourrique. CAP 2015 organise un meeting samedi pour relancer la lutte pour la libération du Togo. Jean-Pierre Fabre écrit à Fort Gnassingbé, le Togo est actuellement, et ce depuis des décennies, sous l'emprise dévastatrice d'une oligarchie politico-financière. La photographie de l'analogique au numérique, un métier de changement et des histoires mémorables. Dans les cas également, le Canard indépendant qui titre Scandale Panama Papers version togolaise, Fabre exige des audits, Klassou va-t-il s'exécuter? Accord politique global 10 ans après, CAP 2015 remet la pression. Dossier Alberto Olympio vs Coris Management, cabale politique ou simple affaire commerciale. Fraternité est dans les kiosques, prix du gaz butane au Togo et les ODD quand le gouvernement encourage la déforestation. Wassem Gate, qui est Barabbas, qui est Jésus et qui est Ponce Pilate dans cette histoire. Allemagne, le programme d'accueil de migrants touché par un scandale. Économie et développement, titre Israël, le retour en Afrique et le Togo de retour en Israël. La filière soja, un secteur porteur de croissance. Économie, donc la filière soja, un secteur porteur donc, de croissance. Également des lecteurs de la symphonie qui titre Aboutissement de la cabale annoncée, suspension du juge sans vie, une décision incongrue qui ridiculise le CSM et réduit à néant les efforts de Fort Gnassingbé à moderniser la justice. Coupable de plusieurs violations, le président Gamato de la Cour suprême doit être déchu de la magistrature. Wassem Gate, fausse alerte d'évasion fiscale, le vrai scandale, l'instrumentalisation de la réalité. Togo Matin dans les kiosques, promotion de la culture et de la santé, l'acteur hollywoodien Jimon Ronsou dans nos murs. Entrepreneuriat, Gervais Kofi Diondo, bientôt une compagnie maritime. Dans les kiosques chroniques de la semaine, la diplomatie togolaise a le vent en poupe. Les retombées économiques sont visibles à l'œil nu. Face à ce succès, les jaloux trouvent que le président voyage trop. Les allégations de la création d'un nouveau parti par Métampo se confirment. Les militants du CAR se réclament de son bord, lui demandent de passer à l'action. Flambeau des démocrates, titre problématique de l'impopularité de certains ministres autour de Fort Gnassingbé, préjudice au mandat social. CHU Sylvanus Olympio, les patients de la pédiatrie dans la hantise permanente de la mort. La position contiguë de la morgue à la pédiatrie pose un sérieux problème. Eh bien, ce tour, on va revenir en studio, donc on va avoir le jingle pour démarrer donc la première partie de l'émission.
La première partie donc, qui concerne donc, le décryptage de l'actualité, on va commencer par le Wassem Gate avec Jean-Pierre Fabre qui interpelle le Premier ministre togolais. Dans un courrier qu'il a adressé au chef du gouvernement avec ampliation au président de la République, le chef du fil de l'opposition Jean-Pierre Fabre demande, je cite, de diligenter une enquête indépendante sur les opérations offshore de la société Wassem révélées par la presse, de commettre un audit institutionnel destiné à clarifier le statut juridique et légal de Wassem au Togo, d'engager un audit comptable et fiscal de la société Wassem permettant de procéder à un redressement fiscal conséquent et de commander un audit de la zone franche permettant une évaluation générale des conditions dans lesquelles le statut de zone franche est effectivement accordé et j'en passe. Alors d'abord, comment appréciez-vous la démarche de Jean-Pierre Fabre? Oui, c'est une démarche républicaine. Il est dans son rôle et dans ses prérogatives de chef de file de l'opposition et il doit chercher à en savoir plus sur les scandales financiers. Et le scandale de Wassem Gate est une partie ou bien la partie visible de l'iceberg parce que les scandales financiers, l'évasion fiscale, les détournements, la corruption qu'on vit au Togo vont au-delà de ce qu'on appelle Wassem Gate. Quand vous voyez au niveau des institutions minières, que ce soit à Bandjeli, que ce soit à Tabibo, que ce soit à Aotoé, à Témé, quand vous voyez comment les populations ou bien les employés, les citoyens togolais sont exploités, surexploités, quand vous voyez comment des étrangers ou bien des expatriés ont pris le Togo en otage et exercent les activités avec une récurrence assez particulière dans le mépris pour les citoyens, dans le mépris pour les lois de la République, pour toute l'économie, il y a mal en la demeure. Et le chef de file de l'opposition ne devrait pas attendre, moi je dis, tard vaut mieux que jamais, ne devrait pas attendre peut-être que les journaux dénoncent cette situation avant de s'engager pour interpeller le Premier ministre ou le chef de l'État. Il y a beaucoup d'autres acteurs sur lesquels le chef de l'opposition devait beaucoup plus penser et attirer l'attention de l'autorité de l'État sur la pagaille qui est organisée au sommet de l'État. Et je pense que c'est une démarche républicaine et cette démarche-là devrait être soutenue, poursuivie. Le chef de file de l'opposition devrait encore beaucoup plus insister pour avoir le retour de la missive, de la requête qu'il a faite à l'endroit du Premier ministre. Parce qu'on se rappelle, il y a quelque temps, Jean-Pierre Fabre a adressé un courrier sur les questions de gestion de l'aéroport de Lomé. Mais à ce jour, on ne nous a pas dit que le Premier ministre a donné suite à cette requête. Il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Oui. Et certains confrères disent que le Premier ministre n'est pas comptable devant le chef de l'opposition. Non, on ne peut pas dire le Premier ministre. Et c'est seulement le chef de l'État qui doit rendre compte. Enfin, selon ce que si le Premier ministre, il est le chef du gouvernement. Et si il y a une situation qui interpelle des ministres du gouvernement, des responsables au niveau des conseils d'administration, mais je pense que le Premier ministre a le droit de répondre. Mais s'il ne peut pas répondre, étant donné que c'est lui qui est la personnalité politique et qui est interpellé dans ce dossier, eh bien, il n'a qu'à dire que, bon, voilà, donner des consignes pour que celui qui devait répondre, la personne compétente, devant répondre à cette requête-là, que cette personne réponde. Ça, c'est pour assurer le devoir républicain du contrôle de l'action de l'État. L'Assemblée nationale devrait déjà interpeller un certain nombre de personnes sur la question, mais on n'a pas cette habitude au Togo de pouvoir clarifier les choses. On n'a pas ces réflexes parce que tous ceux qui sont impliqués dans des scandales, dans des dossiers du genre où il y a des malversations, il y a des détournements, sont toujours ceux-là qui doivent juger. C'est eux qui sont les mieux placés. Donc, ils ne peuvent pas scier la branche sur laquelle eux-mêmes ils sont assis. C'est pourquoi on reste dans une léthargie qui frise aujourd'hui totalement l'opacité dans la gestion des affaires de l'État. Alors, on a vu Tchakala les retours récemment, le chef de file de l'opposition avait saisi le Premier ministre concernant le cas de l'aéroport avec les actionnaires, c'était que sont même ministre au gouvernement actuellement. Et depuis, on n'a pas eu de suite. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle tentative, cette nouvelle saisie, donc, ou bien interpellation, du chef de file de l'opposition à l'endroit du chef de gouvernement aura un écho favorable? Est-ce qu'il y aura une suite, il y aura un retour? Non, mais le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, sait que quiconque, le sort qui sera réservé à sa correspondance, il ne faudrait pas qu'il se leurre là-dessus. Si au cours
d'un premier essai, il s'était donné cette peine-là de demander des comptes et que ces comptes-là ne lui ont pas été donnés, qu'il se rassure que cette fois-ci, ça serait la même chose. Mais je suis un peu peiné que toutes les fois, ce soit la même chose. Et qu'on interpelle et qu'on ne donne pas suite et que quelque part on se rebiffe, on ne fait rien et on attend encore que la presse lance encore un autre débat pour s'en saisir et encore lancer la même chose. C'est un peu puéril, vous m'excusez, mais c'est tout triste que le chef de file de l'opposition attende que la presse, qui, ma foi, dans ce pays, n'a pas suffisamment de moyens, essaie de faire ce qui est de son devoir pour éclaircir certaines situations et que toutes les fois que cette donne-là vient quand même à être mise au devant de l'opinion et que ce chef de file de l'opposition s'en saisisse pour demander des comptes. Mais soyez rassurés, et Fabre même le sait, que cette demande-là, cette requête adressée au Premier ministre n'aura aucune suite. Mais ce que moi j'aurais... C'est normal, selon vous, à votre avis? Ça me semble un peu triste que depuis là, le gouvernement ne se soit pas prononcé sur le Ouassem Gate quand même, qui a alimenté le débat pendant plusieurs semaines. Même l'Office togolais des recettes, qui est chargé quand même de la fiscalité dans ce pays, ne se soit pas prononcé. Moi, j'estime que peut-être, à moins que ce dossier-là ne soit pas aussi lourd, aussi sensible pour qu'on en tienne compte. Sinon, à mon humble avis, à partir du moment où ça s'est passé, c'est toujours itératif. C'est toujours itératif, mais la suite ne vient pas. Mais il y a quand même des canaux appropriés vers lesquels on peut se diriger pour demander des comptes. Il y a l'Assemblée nationale. À ce qu'on sache, l'ANC est représentée à l'Assemblée nationale. Et on a vu comment bon nombre de ministres quand même ont été interpellés à ce niveau pour donner des explications sur certaines situations données. Mais si, avec le Premier ministre, ça ne prospère pas, on n'a qu'à aller vers l'Assemblée nationale et là, on demande quand même que le peuple veut savoir la vérité. Le peuple veut avoir le minimum d'informations sur le Ouassem Gate. Et puis là, je crois que ça serait le canal quand même normal pour demander les comptes. Mais aujourd'hui, on se donne cette peine-là. Je ne sais pas si c'est pour se donner un spectacle, mais ma foi, on multiplie cela par 0. Mais ça fait un peu redondant. Mais si on ne peut pas tirer les conséquences de tout ce qui avait encouru par le passé, on va encore se livrer à la même chose. Je dis que c'est tout triste. Mais moi, à mon humble avis, je crois que l'Assemblée nationale, c'est le canal indiqué pour quand même demander des comptes et qu'on pourra interpeller les gens qui viendront répondre des accusations qui sont quand même portées contre eux. Ça aussi, Jean-Pierre Fabre l'a écrit dans son courrier, je le rappelle bien sûr. Il a dit qu'après cette étape, ils vont passer donc à l'Assemblée. Non, la première, à partir du moment où il sait qu'il y a une seconde étape, et celle-là me semble un peu plus intelligible. Donc, on devrait quand même brûler cette étape-là qui, moi, à mon avis, semble friser le mépris. Parce que vous envoyez la première correspondance, vous n'avez pas eu suite. La seconde fois, vous rééditez la même chose. Vous n'aurez pas de suite. Mais autant aller directement vers là où vous estimez que ça peut porter. C'est une pression aussi, on ne sait pas, c'est une pression. Hein. Bon, là, nous estimons, on ne sait jamais. Oui, mais moi, je crains pour que le Premier ministre, le gouvernement minimise la lettre ou sous-estime la lettre que Jean-Pierre Fabre lui a envoyée, dans la mesure où la lettre est fondée sur des publications de journaux. C'est vrai, ce sont des publications crédibles. Mais vous savez, au Togo, la plupart des journaux qui ont dénoncé le Ouassem Gate, qui ont dénoncé à travers le Panama Papers ce scandale financier, sont des journaux, quoi qu'on dise, proches d'une opposition. Critique. Donc cela veut dire que le Premier ministre va penser que cette presse est la branche armée de l'ANC, c'est pourquoi elle s'en saisit. Quand je vais donner le sens contraire, il y a des journaux également aujourd'hui qui critiquent une certaine opposition. Si un jour, le Premier ministre togolais se saisit d'une publication d'un journal dit proche du pouvoir et interpelle Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, pour dire que voilà, tel journal a publié ceci et vous êtes interpellé, vous êtes appelé à répondre. Quelle sera la réaction de Jean-Pierre Fabre? Jean-Pierre Fabre sera clair, il va lui dire que la publication d'un journal n'est pas un acte juridique. N'est pas un acte juridique. Je suis en train de parler parce que c'est des questions qui se ressemblent et sur lesquelles il faut faire beaucoup attention. Quelle est la voie appropriée? Jean-Pierre Fabre est le chef de file de l'opposition, il est représenté au Parlement. La première voie d'abord, c'est de saisir le Parlement, de faire interpeller ou appeler
ces ministres ou ces personnes mises en cause à venir répondre de la gestion de certaines sociétés, dont Ouassem. Et cela, ça permettra au peuple entier de voir la situation se clarifier. Mais quand on saisit le Premier ministre aujourd'hui, alors que lui-même, qui devrait être arbitre, est impliqué dans ce scandale, parce que lui-même, il a des actions, mais c'est lui donner des couleurs à avaler. Et je ne vois pas un Premier ministre se saisir de cela pour répondre à une correspondance qui l'implique, ailleurs, le Premier ministre lui-même aurait pu communiquer, aurait pu prendre l'initiative. Ailleurs, le Premier ministre se met à la disposition de la justice de façon automatique. Nous avons vu les scandales en France où, quand on a déclenché à travers, par exemple, le Mediapart, qui est un journal de réseau et de renom, quand le journal a publié, mais il y a l'autorité qui a déjà adressé, l'autorité politique, c'est-à-dire la Cour des comptes, les institutions compétentes ont demandé à ces ministres-là, mis en cause, de se mettre à la disposition de la justice par rapport à la publication pour que la lumière se fasse sur la situation. Et c'est ce qui devait également se faire. Le Premier ministre devait demander déjà, d'ores et déjà, s'il y a une Cour des comptes qui fonctionne, qu'il y a un Parlement qui fonctionne, s'il y a une primature qui fonctionne, on devait déjà demander à toutes ces personnes-là de se mettre au service de la justice ou bien de venir expliquer ce qui se passe sur lesquels ils sont interpellés. Mais comme ils ne le font pas, bon voilà, ça donne, ils prêtent le flanc à l'opposition de pouvoir s'en servir. Une précision, on a vu en Côte d'Ivoire avec l'affaire des déchets toxiques, l'ancien ministre Bictogo, un proche de Ouattara, un bras droit de Ouattara, mais quand l'affaire a surgi, Ouattara l'a sauté du gouvernement, dit mais monsieur Bictogo, c'était à l'époque de Gbagbo. Non, je vous dis, ça avait Ouattara, l'affaire ressurgit. Alors, quand il était ministre, Bictogo, il était ministre de l'intégration, je crois, régionale. Mais Ouattara dit, monsieur Bictogo, sortez du gouvernement, allez gérer cette affaire-là. Mais après, il a été blanchi. Mais il n'est plus ministre, il fait autre chose. Mais le chef de l'État aurait pu prendre cette disposition aussi. Non, vous savez, on dit comparaison n'est pas raison, mais il y a souvent de ces situations-là qui prévalent sous d'autres cieux. Quand vous prenez l'actuel Premier ministre français qui a dû louer un Fouquet pour aller suivre une finale en Espagne, vous voyez un peu, oui, les gens avaient donné le ton, mais le Premier ministre n'avait pas démissionné. Mais il s'est expliqué et il a payé le coût de la location de l'aéronef, et puis c'était mais c'est le coiffeur du président Hollande qui était à presque 9 000 et quelques euros, quand une certaine presse s'était saisie pour dire que, tiens, ce coiffeur-là est bougrement bien payé, bien rémunéré, mais même la dernière fois, au 14 juillet, je crois que ça a été même un sujet. Et donc la presse s'était saisie pour demander ce qu'il en était au président de la République de France, François Hollande. Il s'est expliqué sur les neufs, sur la rémunération de son coiffeur. Donc je crois que le fait de ne pas aussi s'expliquer, donner des avis, je crois que depuis que cette histoire de Ouassem Gate a commencé dans notre pays, si certaines voix autorisées s'étaient montrées un peu plus subtiles en allant au devant pour communiquer, pour dire ce qu'il en était, je crois que les rumeurs, si c'est vraiment des rumeurs, ça serait déjà tué et on aurait déjà eu certaines parts de vérité. Et la part de vérité de Panama Papers et la part de vérité des institutions fiscales dans notre pays et même du gouvernement. Donc je crois qu'en ne communiquant pas, c'est un problème de déficit démocratique et de déficit de la bonne gouvernance. C'est que on n'a pas le réflexe, on n'a pas cette pratique-là qui permettent d'assurer une certaine transparence dans la gestion des biens de l'État. Le contrôle gouvernemental. Mais la pression, c'est les textes, c'est la loi qui met la pression sur le citoyen. Mais quand les autorités ne respectent pas la loi, ça veut dire que le citoyen est là dans l'impasse totale. Et cela n'est pas normal pour eux. C'est même dangereux pour une république. Dans la mesure où on se dit que bon voilà, même à des moments donnés, on interpelle le chef de l'État sur certains voyages, on dit mais combien ce voyage a coûté, combien ceci a coûté, combien ceci a coûté, mais on n'a jamais de retour. On ne peut pas vivre dans un pays où il y a une certaine opacité. Aujourd'hui, on est en train d'organiser un sommet de la sécurité maritime au Togo. Ça, c'est une petite parenthèse que à ce jour, les journalistes, l'opinion nationale, personne ne sait d'abord qui organise, qui finance le sommet. On ne sait pas si c'est l'Union africaine ou si c'est le Togo. Personne ne sait combien coûte
va coûter ce sommet de la sécurité maritime. Comment ça va rapporter? Non, comme il va ça rapporter au Togo, parce que pour que cela, on sache que cela rapporte, il faut faire la différence entre ce qui est mis dedans et ce qu'on reconnaît à la fin, les résultats. On n'a pas ça. Et on parle de retombées positives pour le sommet. C'est ça, aller trop vite en zone. Donc il faut dire que... Non, on va pas aborder ça. L'Assemblée ne s'est pas encore penchée. L'Assemblée ne s'est pas encore penchée sur le sommet, sur la sécurité maritime, pour dire que bon voilà, quels sont les ministres concernés par le sommet, venez, expliquez-nous le sommet, expliquez-nous les retombées économiques, les retombées touristiques, rien n'a été fait. Et on avance comme ça, à volo, et on dit qu'on va à un sommet, on interpelle les gens à venir. Merci Carlos. Un mot aussi, parce que non, c'est pas. Peut-être que Carlos n'a pas vraiment eu une grande emprise sur le sommet. Le sommet, c'est l'Union africaine qui l'organise. Maintenant, le Togo l'abrite. Parce que c'est un sommet extraordinaire de l'Union africaine que le Togo va abriter. Là, tout ce qui a trait à l'organisation. Et les frais, c'est pas l'Union qui va payer. L'Union africaine, pourquoi? À partir du moment où l'Union africaine à la disposition de bien sûr, l'Union africaine. On y reviendra peut-être. Absolument, il faut qu'on y revienne. L'Union africaine est même financée par l'Union européenne. C'est juste une parenthèse. Absolument. Peut-être qu'ils ont le financement. Mais si c'est le Togo qui veut abriter, le Togo va organiser. Donc le Togo a engagé. Il faut qu'on évolue. Il y a des sujets abordés encore. Il faudrait absolument qu'on on a des sujets abordés, je vous le rappelle. Alors, crise à l'Université de Lomé. Donc, l'Université de Lomé traverse une nouvelle crise depuis quelques jours. Une crise née de nouvelles mesures prises par la présidence de l'université pour améliorer les choses. Mais les étudiants qui sont les premiers concernés s'y opposent et disent non à ces réformes. Tchakalaliou? Oui, et je crois que nous n'allons pas toujours nous inscrire dans cette dynamique du refus systématique de certaines choses. C'est vrai, sur le même plateau, on avait dit que non, les étudiants, c'est quand même une certaine élite, c'est ceux-là qui seront appelés à gérer le pays demain. C'est le milieu où on utilise le cerveau et non les muscles. Mais c'est vrai, on ne peut pas tout le temps, parce qu'il y avait une situation qui prévalait il y a 5 ou 10 ans, on va toujours naviguer avec ces mêmes dispositifs antérieurs. Aujourd'hui, on a décidé quand même de pouvoir rétribuer le mérite, de pouvoir rétribuer l'excellence. Donc il faudrait quand même que les étudiants comprennent qu'il faut aussi qu'ils se conforment à ces nouvelles dispositions qui sont prises. C'est vrai, parce qu'on ne peut pas, celui-là qui a eu son bac peut-être à 30 ans ou à 26 ans, il y en a, et qui peut-être peine à valider tous ces crédits-là, soit mis au même niveau que celui-là qui a peut-être 20 ans, qui a eu son bac avec une certaine mention et qui est arrivé à valider. Il faudrait quand même que ceux-là qui ont des prédispositions, et il faudrait qu'on essaie de voir ceux-là qui sont venus effectivement pour fréquenter, pour donner le meilleur d'eux-mêmes, pour réussir leurs études, que ces gens-là aussi soient pris en compte. Quand on sait qu'il n'y a pas suffisamment de ressources pour ça, donc on ne peut pas aujourd'hui faire l'apologie de la médiocrité, donner les mêmes choses à ceux-là qui ne le méritent pas. Donc, mais ce que nous devons déplorer, c'est le fait qu'on leur impose ça. Il n'y a pas eu de préalable de discussion. On devrait leur donner peut-être 1 an de moratoire par rapport à ces nouvelles décisions qui ont été prises. Là, ils savent que non, tous ceux-là qui auront le bac 2017 sont préparés à faire face à ces nouvelles dispositions qui ont été prises par les autorités rectorales et le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais le fait que ce soit fait comme c'est un diktat qu'on impose aux étudiants, c'est ce qu'ils sont en train de contester. Sinon, la chose en elle-même, moi, je valide ça. Je veux quand même qu'on aujourd'hui, à notre temps, on avait l'aide, 120 000 francs sur le bourse, et ça permettait de gérer les photocopies, les petits trucs. Aujourd'hui, ces aides seront suspendues. Et ce serait dur pour quelqu'un qui vient de de Nyamassila, venir à Lomé qui n'a pas de parents. Et ce serait très compliqué pour eux. C'est vrai, au regard de nos réalités, ça va être vraiment difficile pour certains étudiants de réussir parce que venant de certains milieux pauvres. Mais ce que les études universitaires, les études supérieures, ça a toujours eu un coût.
ça a toujours eu un coût. Ou soit vous avez les moyens vous-même et vous réussissez vos études, ou soit vous n'en avez pas et vous vous arrêtez. Donc, l'État doit-il toujours continuer à jouer à cette œuvre de bienfaisance pour permettre, là, il faudrait aussi que le débat s'ouvre dans ce sens. Mais moi, je suis d'avis avec les autorités universitaires que non, aujourd'hui, il va falloir quand même que l'excellence, il va falloir que le mérite soit reconnu à ces étudiants-là qui, quand même, ça donne à fond pour peut-être arriver à réussir comme il se doit leurs études. Donc, mais il ne faudrait pas qu'on mette tout le monde dans le même panier. Ceux-là qui peut-être sont venus pour faire carrière à l'université, il y en a. Il y a quelqu'un qui a son bac il y a 6 ans, 7 ans, vous lui demandez, il essaie de vous embrouiller avec ses crédits que lui, il a validé tant et tant. Donc il faudra aujourd'hui qu'on arrête avec cette façon de faire amalgame autour de la chose. Le mérite, ça a un prix et c'est ce que je crois qu'on est en train de vouloir promouvoir. Alors Carlos, votre avis là-dessus? Oui, si on était dans un pays normal, on aurait déjà traîné le ministre Nikoué devant les tribunaux. Parce qu'il viole la loi, il ne respecte pas les textes. C'est pas lui, c'est pas le ministre qui c'est la présidence de l'université qui a pris cette disposition. Oui, c'est-à-dire que moi je parle du ministère de tutelle. C'est lui qui est le ministre de tutelle et c'est à lui que je dois m'attendre. Parce que à plusieurs égards, il a eu à poser des actes qui ont semé une véritable zizanie au sein du milieu universitaire. Les réformes, d'accord. Et quelle est la finalité d'une réforme? C'est de pouvoir améliorer une situation précédente qui portait préjudice à une situation présente. Mais si les réformes ont finalement pour objet de pénaliser, de sanctionner les bénéficiaires, là, il ne s'agit plus d'une réforme. Vous avez vu comment la ministre française de l'éducation, Belkacem, a été malmenée dans toutes ces initiatives de réforme à l'endroit de l'éducation. Parce que dans un pays, l'éducation et la santé sont des secteurs prioritaires. Et pour toucher à ces secteurs-là, il faudrait d'abord penser aux bénéficiaires qui constituent la majeure partie de la population, la majeure partie du peuple. Mais quand le ministre s'engage dans une logique de réforme, ou bien le président de l'université, et on ne prend pas du temps pour informer les gens, on ne donne pas du moratoire. Une réforme, on ne peut pas se lever un bon matin et dire qu'à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Même une route, quand vous vous levez, vous dites, à partir de ce jour-là, cette route-là n'est plus pratiquée, on fait des déviations, mais ça dérange beaucoup de gens. Donc, il faudrait aller par étapes. Il faudrait discuter avec les acteurs. Il faudrait leur expliquer le bien fondé de ces initiatives-là et voir comment il faut trouver des mesures d'accompagnement si cela affecte leur situation financière, leurs études et tout ça là. Parce que les études, ce n'est pas facile de commencer. Récemment, il s'est levé, le ministère s'est levé, il a suspendu des examens, des diplômes, que ça n'a pas besoin. Où était le gouvernement quand ces diplômes avaient été validés ou bien avaient été mis dans le circuit? C'est qu'il y a un véritable cafouillage dans le système de l'éducation et il n'y a pas de planification. Je l'ai toujours dit, ce qui manque au fonctionnement du Togo, c'est qu'il n'y a pas de planification. On ne sait pas que dans 5 ans, voilà comment sera l'université, comment seront les réformes au niveau de l'université. Ils ne le savent pas. Donc, à tout moment, quand un ministre vient sur saut d'humeur, il peut se lever et dire que bon voilà, je fais cette demande, j'impose ceci, j'impose cela, et ça crée des préjudices aux étudiants et à toute la communauté. Oui. Donc il faudrait que les autorités respectent d'abord les tests, engagent des réformes dans une logique légale et trouvent des moyens d'accompagnement quand il y a des réformes qui pénalisent les acteurs. Oui, justement, j'ai lu un peu certaines revendications de cette ligue togolaise de défense des étudiants. Je crois que c'est une LTDE, Ligue togolaise des droits des étudiants. Je vous lis entre autres mesures oui. La suspension avec effet immédiat de suppression de certains masters jusqu'à un nouvel ordre, car jugé inutile ou qu'il n'y a pas assez d'étudiants qui s'inscrivent pour ces masters-là. Et la nouvelle politique d'attribution des bourses en se basant sur les performances académiques, suppression des aides et autres. Et la LTDE, Ligue togolaise des droits des étudiants, donc c'est elle qui donc se met à l'avant-garde de la contestation aujourd'hui. La LTDE décrit les conditions
dans lesquels les cours se déroulent. Infrastructure vétus, amphithéâtre inadéquat, on programme 1500 étudiants dans un amphi de 600 places par exemple, ce qui oblige certains sur les cours depuis le cours debout, l'absence de la sono dans les amphis ou encore... On dirait qu'on est encore dans les années 96 où nous étudiants depuis ce que je dis. Le problème persiste, quoi. Oui, et malheureusement, nous aussi, nous avions évolué dans les mêmes conditions et nous sommes tout émus quand même que ces conditions, il n'y a pas eu d'amélioration. Voilà, c'est grave. Et c'est tout triste. Je suis d'accord quand on demande des améliorations par rapport un peu aux amphis, par rapport un peu à la logistique, les tables, des étudiants qui se mettent sur les claustras, qui se mettent à même le sol avec des parpaings pour il n'y a même pas de sonorisation au niveau de certains grands amphis. Là, ça écœure. Ça éclaire. Quand on voit un peu ce que nos cités universitaires sont devenues, il n'y a même pas d'eau, il n'y a même pas de matelas sur les choses. Là, je crois que c'est des revendications légitimes. Et n'importe qui peut les appuyer dans cette dynamique. Mais dire qu'il ne faudrait pas qu'on attribue les aides ou bien les bourses sur la base de mérite, là, je dis, mais là, je tombe des murs. Il faut, le mérite a quand même son prix. Le mérite a son prix. Un étudiant, l'excellence a son prix. Un étudiant qui se décarcasse dans les mêmes conditions que ces étudiants-là qui disent non et qui réussissent. Mais il faudrait quand même qu'on incite cela. Sur le principe de mérite, tout simplement parce qu'il y a des véritables problèmes. Oui. Vous savez qu'au niveau de la direction des bourses et stages, il y a certains décideurs, certaines personnes là-bas qui donnent peut-être les bourses ou bien les aides sur eux parce que c'est un parent, c'est un ami, tout ça là. Il y a ce problème qui persiste. Vous savez, sur une question sur laquelle j'ai investigué la dernière fois, je suis allé à la direction des bourses et stages. Un enfant a eu 17 de moyenne au bac. Donc, automatiquement, il devait bénéficier d'une bourse étrangère. Son dossier a été camouflé, recalé. Et moi, je suis allé me renseigner sur la façon dont le diplôme, les bourses sont attribuées. Ben, je n'avais pas satisfaction chez la secrétaire et son compagnon qui était au secrétariat. Je lui demande à voir le ministre. La secrétaire me dit que est-ce que je sais que dans certaines bourses ou bien le directeur des bourses de stage. La secrétaire me dit que est-ce que je sais que dans certaines directions, la secrétaire est plus puissante que le DG. Elle m'a sorti ça. Comment ça? Elle m'a sorti que même si je vois le DG, le directeur général des bourses de stage, lui ne pourra pas me trouver une solution, mais elle autre, elle pourrait me trouver une solution. Elle m'a dit ça. Et après, j'ai rappelé. Je lui ai dit que c'est à moi que vous avez dit ça la dernière fois et que j'aimerais parler au directeur général. Elle m'a raccroché au nez. Voilà comment fonctionne l'administration. Elle est plus puissante que la apparemment, selon ce qu'elle dit, elle est plus puissante que son directeur général. Donc voilà comment elle fonctionne. Elle me dit en plus que si c'est pour le cas de cet élément-là, de ne pas m'inquiéter, il ne sera pas oublié. Comme si c'est elle qui décide. C'est elle qui gère les dossiers de bourse. Donc, il y a de ces situations d'injustice-là qui font sortir des gros certains étudiants qui pensent que même s'ils le méritent, ils ne pourront pas bénéficier de cela. Donc il faut passer par la méthode de pression. Vous permettez qu'on dise un mot sur la crise au CAR qui libération, le dénouement, c'est pour bientôt parce qu'on a appris que certains militants du CAR sont réunis la fois dernière au centre de Baie. Donc ils ont conseillé à leur champion, au président actuel de quitter l'actuel parti de création de parti. C'est vrai d'abord, je ne sais pas si vous avez l'info. Oui, on l'a vu. Il y a près de 500 militants proches de Maître Apevon se sont réunis et puis on demandait à Apevon mais pourquoi il continue de traîner cette histoire-là avec le CAR. Il n'a qu'à donner sa démission, quitter le navire et puis créer son parti. Eux, ils sont là pour prêts à adhérer à son parti. Ça veut dire qu'au niveau du CAR aujourd'hui, on va citer la même situation que l'UFC. Que l'UFC. Et bon, on va lui laisser ce que les gens appellent déjà la coquille vide, parce que dans la plupart des fédérations, il a des vice-présidents, il a des secrétaires, et puis il a des activistes qui ne sont pas principalement les vrais acteurs, les principaux, qui jouent le premier rôle. Donc il a réussi à piocher dans tout cela. Mais c'est que au niveau du CAR, c'est regrettable, le divorce est consommé. Que peut faire le CAR aujourd'hui avec, sans Maître Apevon, qui a un grand nombre de militants? Que peut faire Agbebo aujourd'hui au niveau du CAR avec le reste des militants qui sont là? Il a son auteur natal, moi. Il est sûr qu'il va avoir des Je n'ai pas la même lecture de la chose. Rapidement, parce qu'il va falloir que nous essayons de revoir certains. Juste une minute. De revoir peut-être au même titre que Carlos, je vais peut-être prendre 1 minute 30. Et on n'a pas les mêmes paramètres. Si aujourd'hui, cette crise-là que le maître Agbebo avait qualifiée de crise domestique était une crise domestique, je crois qu'on aurait trouvé des solutions. Il faut aujourd'hui se rendre compte que
celui-là qui veut créer son propre parti n'avait pas son cœur qui battait pour le parti dont il présidait. Il était président depuis des lustres. Il y a eu des trucs qui choquent. Si tant est vrai que Agboibo va hériter d'une coquille vide, là on attend. Il va créer son parti et peut-être Agboibo ou bien ce que décidera le Congrès, Agboibo va garder son cœur et on verra un peu ce qu'il prévaudra sur le terrain. Sinon, il serait trop vite. Et ça serait vraiment. On a toujours dit ça. On a dit que Fabre représente quoi? Fabre n'a pas dit mais quand Fabre a créé l'ANC, il a pris tout lieu. Il faut voir. Le cas, c'est pas l'UFC ou l'ANC. On peut avoir des pachas pour la réalité sur le terrain. Laissons la pause, et derrière la pause, notre invité, s'il vous plaît. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio, notre invité est présent. Bonjour professeur Kwakouvi. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait plaisir de vous avoir tout le temps. Alors, nous allons parler de l'APG. Demain, c'est le 20 août. C'est ça. Et 20 août 2006, 20 août 2007, ça fait 10 ans que les Togolais sont réunis après la crise de 2005 et à l'issue d'un dialogue, on signe un accord sous l'égide du l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, qu'on appelle APG, Accord politique global. 10 ans après, oui. Où en est-on? Où en sommes-nous plutôt? Où en sommes-nous, c'est ça? Tiens, depuis que vous m'avez téléphoné, j'ai reparcouru l'APG. Je pense que c'est un catalogue de bonnes intentions, tout simplement, parce que, à part la réforme de la justice et la commission vérité, justice et réconciliation, les autres points de l'APG sont restés intacts. Je pense au nombre des femmes dans les structures de décision, je pense à la CENI, je pense à l'accès équitable aux médias publics par tous les partis politiques. Depuis cette date-là, je n'ai pas souvenance d'avoir assisté à un débat contradictoire entre la majorité et l'opposition à la TVT. Donc, on a assisté à ce débat. Hein? Je considère ça comme un catalogue de bonnes intentions. Et j'avais trouvé curieux que le pays avait une sorte de baraka. C'est vrai qu'on l'a mis en quarantaine après les tueries de Fréau Jardin, mais et l'Union européenne et la CEDEAO, qui était partie prenante de l'APG, n'ont pas exigé le comité de suivi. On a prévu un comité de suivi, on ne l'a jamais vu. On l'a vu, le CPDC, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est un autre carrément. Je n'ai plus ma tête à cause de l'âge, mais on peut voir. On peut avancer peut-être Oui. Bon, je veux dire que la clémence de l'Union européenne et de la CEDEAO sont pour quelque chose dans le marasme du pays, parce que... La clémence ou la complicité, vous voulez dire en quelque sorte? Complicité, ce serait trop méchant. Je dis clémence tout simplement parce que... Clémence ou complaisance? Complaisance, oui, c'est des synonymes. Donc, ce comité de suivi-là n'a pas été mis en place, tout comme celui de la CVJR. La CVJR aussi a prévu un comité de suivi, avec un commissaire, voilà, j'ai mis un signe à côté. Comité de suivi composé d'un représentant de chaque composante au dialogue, c'est-à-dire les membres des partis politiques, les représentants du facilitateur, qui par moment a perdu son fauteuil, de l'Union européenne, de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il aura pour mission de veiller à l'application du présent accord. Il sera présidé par le facilitateur ou son représentant. Donc voilà,
Donc, on est en face d'un cinéma social, c'est comme ça que je l'appelle dans les amphis. On décide des choses, on ne les suit pas, et puis bon, la vie continue. Donc, le comité avait eu à travailler juste après l'accord. Ils sont revenus à Ouaga, où ils ont tranché sur le truc de mode scrutin lors des législatives de 2007, où ils ont choisi le mode proportionnel, je me rappelle bien. Oui, l'accord prévoyait ce mode de scrutin où l'uninominal a 2 tours. Bon, vous savez ce que l'uninominal a 2 tours est devenu. Donc, voilà. C'est comme ça. Donc, face à l'échec, professeur Kwakouvi, donc, vous êtes fatigué de dire la même chose tout le temps et qu'on n'exécute pas. Ça veut dire que bon, le Togo peut avancer comme ça dans refus de respect des... La seule consolation actuelle, c'est qu'on construit des routes. Et sans console au moins. Mais ça ne figure pas. Ça n'a pas avec la PG. Ça ne fait rien. C'est les mêmes gouvernants. Parce qu'il y en a qui disent que nous payons tout en noir tout le temps. C'est pour répondre à sa question. Ce n'est pas du pessimisme, ce n'est pas de la fatalité. L'essentiel était prévu ici. On ne l'a pas fait. Bon, maintenant... à qui la faute? Nous ne disposons d'aucun moyen pour contraindre ce pouvoir quinquagénaire à faire quoi que ce soit. Oui, professeur, je crois que l'euphorie était grande au lendemain de la signature de cet accord. C'est comme le Togo vivait sa renaissance. Oui. Et s'il était prévu un gouvernement d'union qui devrait quand même faire aboutir. S'il vous était demandé de trouver le péché originel qui a créé ce cafouillage d'après la signature, que diriez-vous? Non, moi j'ai mon idée arrêtée depuis longtemps. C'est que nous sommes dans un pays où des revanchards sur l'époque coloniale sont en train d'amasser des milliards en prenant prétexte de l'État tout simplement. C'est un constat d'analyse. Parce que dans mon département, j'avais à charge et comme domaine de recherche la philosophie morale et politique. Donc, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Mais je dis que si ce pouvoir a duré aussi longtemps, ça a permis à des gens d'engranger des milliards, soit sur le compte de leur ethnie, soit sur le compte de l'État, soit sur le compte de ceci. On fera les statistiques un jour. Vous verrez que certains, depuis qu'ils avaient les cheveux noirs, ils ont été soit ministres ou députés jusqu'aux cheveux blancs. Et c'est pour eux qu'on veut créer un Sénat, une sorte de sinécure, pour que la fête continue de plus belle. Ça veut dire que, M. Kwakouvi, je tiens de vous cette expression, la dictature comprador. Quand j'étais en première année d'université, vous nous enseignez la philosophie politique, vous dites la dictature comprador. Oui. Et vous pensez que nous sommes toujours dans une situation de dictature comprador au Togo? Parce qu'on ne respecte rien. En général, lorsque moi je parle, il y a de la suite dans mes idées. Le pays est déclaré pays pauvre très endetté, mais ce pays pauvre très endetté a sécrété plus d'une quarantaine de milliardaires. Il faudrait qu'on m'explique comment ça se passe. Et quand c'est comme ça dans les pays développés, il y a ce qu'on appelle l'impôt sur la fortune. Ça n'existe pas en Afrique, etc. Donc, ce n'est pas du pessimisme, c'est juste un constat d'analyste qui suit la vie de son pays. Mais ce sont des fortunes qui n'ont pas été déclarées. Aujourd'hui, on n'a pas la preuve que telle personne a 40 milliards sur son compte. Il n'y a pas de compte, il n'y a pas de traçabilité. Il y a des biens immobiliers, d'accord, mais... C'est le système qui est comme ça. Je vous donne un seul exemple. Tous ceux qui ont construit et loué des maisons devraient payer un mois de loyer comme taxe à l'État. Je donne mon oreille droite à couper. Si vous dans les conditions normales. Non, la loi, c'est une loi togolaise, ce n'est pas une loi française. Même si elle a été copiée sur une loi française, c'est que je ne pense pas que l'OTR a dans ses fichiers déjà... L'OTR avait voulu le faire, mais c'est rapidement parce que les réactions étaient vives. Non, c'est la taxe sur habitation. Je parle de ceux qui ont 4, 5, 6 maisons qu'ils ont louées quelquefois à l'État et qui reçoivent un an de loyer qui leur permet de reconstruire une autre maison à louer à l'État, etc. Ça, c'est... je ne veux citer personne parce que ça se termine au tribunal. Donc,
Là, Professeur, oui. 10 ans après, faut-il oublier la PG pour reprendre tout à zéro, reprendre quelque chose? Non, après l'APG, il y a eu des tas d'accords. Hein. Il y a eu plus d'une vingtaine de réunions pour améliorer le sort du Togo qui se sont terminées en queue de poisson, y compris les 22 engagements. Donc c'est pour ça que je parlais de la clémence de l'Union européenne, de la CEDEAO, de l'UEMOA et tout ça, et même de l'Union africaine. Donc vous pensez que les partenaires devraient mettre encore plus de pression mais sur bien le sûr, pouvoir? bien sûr. Mais ils interpellent le gouvernement chef avec des courriers et c'est pas plus Oh, ils sont copains la nuit. Il faut pas. Moi, je n'ai pas l'âge des collégiens. Hein. On ne me raconte pas des histoires. Après le coup d'État de 63, il y a eu des comités de réconciliation. Après 67, la conférence, tout ça, on se promet des choses qu'on ne respecte jamais. Donc, je ne sais pas d'où vient cette baraka-là. C'est comme ça que je l'avais appelé dans un article. Je ne sais pas d'où ça vient, mais le pays continue en toute impunité. Vous volez ici, on vous nomme en un meilleur endroit où vous pouvez voler encore, etc. etc. Oui, mais la communauté internationale ne peut quand même pas venir mettre la pression sur le Togo. Le Togo est un État indépendant et il y a le principe de l'ingérence. Comment vous expliquez que on vient constater un fichier pollué et puis après on dit que bon, le fichier est pollué, mais on va y aller quand même. Mais depuis les acteurs sont entendus autour du fichier. Mais bien sûr, tout ça. Moi, je n'incrimine personne. Et l'opposition et la majorité qui est à la base de ce fichier pollué là, tout le monde fait que le Togo a un marasme qui ne s'améliore jamais. C'est tout. Et la solution, vous pensez que avant les prochaines élections, il faudrait que les réformes se fassent sur la base de l'APG? Et s'il n'y a pas de réforme, l'opposition peut décider de ne pas aller aux élections? Bon, lorsque l'opposition décide de ne pas aller aux élections, on dit que la politique de chaises vides n'arrange pas le pays. Hein? Lorsqu'on a modifié la Constitution et que l'opposition a créé, on a dit que non, que c'est parce qu'il n'était pas là que on a modifié la Constitution. Mais est-ce que l'opposition était à l'Assemblée lorsque l'Assemblée, la majorité a rejeté le projet de loi du gouvernement? L'opposition était en vacances? Est-ce que l'opposition n'était pas à l'Assemblée la dernière fois lorsqu'on a encore renvoyé le projet de loi de la proposition de loi au Ashkroun? Donc, Aristote disait, on ne défonce pas les portes ouvertes. Nous sommes dans un système où l'impunité est roi. Le pays est tenu en respect par les armes. Et puis, bon, les gens font ce qu'ils font, ce qu'ils veulent de notre destin, de nos vies. Ça veut dire que l'opposition aussi a sa part de responsabilité. Bien sûr, l'opposition, si vous avez bonne souvenance, M. Degli et moi étions partis voir l'opposition pour qu'ils acceptent au moins que Konya Sebe soit candidat, pas un mandat. Il ne faut pas confondre les choses. Ils ont dit que non, qu'ils sont un parti politique, etc. Donc, lorsque vous avez des gens qui ont de la science infuse ainsi, vous ne vous cassez pas la tête. Hein? Oui, professeur. Aujourd'hui, si on vous demandait de prendre quelque chose qui relancerait le pays, qu'est-ce que vous proposeriez? Moi, je suis Saint Thomas. Hein? Le gouvernement dit qu'il est pour les réformes. L'opposition dit qu'elle est pour les réformes. Moi, j'entends les réformes. Hein? Parce que si j'avais voulu faire de la politique, je n'aurais pas mis l'accent sur ma carrière d'enseignant jusqu'à la retraite. Hein? C'est comme ça. Mais justement, le chef de l'État parlait de vous en Allemagne, vous les intellectuels, les universitaires. C'est vous qui devez dénouer la situation. Surtout en ce qui concerne la limitation des mandats. Je vous dis tout simplement que le gouvernement a ses intellectuels et ses universitaires. Pourquoi? Je ne suis pas sur cette liste-là. Ah oui, c'est vrai. Vous m'avez vu jamais été. Vous n'avez jamais été invité à vous pencher sur... Mais votre structure, là, le Conseil justice et paix, a été invité, on a vu bien sûr, l'abbé... C'est l'abbé Samy, c'est la nationale. Vous parlez d'universitaire. Il ne faut pas confondre universitaire et intellectuel. Je l'ai toujours dit. Ceux qui ont suivi le cours sur le campus savent que l'intellectuel met son intelligence au service de la justice, de la vérité et de la paix. Est-ce que c'est cela que vous voyez chez tous les universitaires,
Togolais qui font du franc CFA, en appelant ça apporter leur pierre à la construction du pays. Il faut du franc CFA. Comment fais-tu du franc CFA? Ils sont. Mais je vous le dis en moins d'une minute. Les députés sont à 750 000, les ministres sont à plus d'1 million, le premier ministre est à 2 millions, etc. C'est pas faire du franc CFA, ça? Non, ou bien le premier ministre actuel n'est pas un professeur de géographie, climatologue de formation. Et qu'est-ce qu'il a changé dans le climat togolais depuis qu'il est là? C'est Dieu qui Mais le climat, c'est la nature. Il peut rien changer. Non. Vous semblez oublier que les feux de brousse, les coupures d'arbres agissent sur le climat. C'est ce qu'on appelle l'écologie scientifique. Hein? On ne peut pas se prévoir de cette étiquette-là d'universitaire ou d'intellectuel et gérer des pays comme des pâturages. Alors, on en revenant à l'APG, je veux qu'on s'entoure. Oui, l'APG a prévu, par exemple, un quota de femmes dans les instances de décision. On l'a fait en 2013, au moins il y a quelques femmes, c'est vrai que le nombre était respecté. Quelques femmes. C'est un crescendo. Quelques femmes, c'est 50-50. Lorsque Hollande est arrivé en France, c'est 15 ministres hommes, 15 ministres femmes. Kagame, lui, au Rwanda. Au Rwanda, bon, beaucoup de gens admirent le Rwanda, mais je me demande si on n'avait pas tué les hommes pendant leur génocide, vous auriez tant de femmes dans les instances. Hein. J'ai l'impression que les Africains survolent les problèmes. Hein. Depuis que le Rwanda est Rwanda, il n'y avait pas de femmes. Professeur, le quota de 50-50 dont vous faites allusion, il faudra que ça ne se décrète pas. Il ne faudrait pas que cela ait l'air d'une faveur qu'on accorde aux femmes. Obligé de le faire parce qu'il faut le faire. Il faudra des prédispositions. Il faudrait que ces femmes-là se montrent aussi. Vous ne suivez pas bien les choses. Oui. Les 15 femmes de Roland sont énarques autant que les hommes. Lorsque vous faites des concours de recrutement à votre ENA, c'est l'ENA que ça s'appelle. Oui. Il faudrait faire 50-50 au départ. Comme ça, vous aurez des personnes. Mais à l'arrivée, on n'aura pas 50-50, c'est ça aussi. Ça ne fait rien. Si 10 hommes, 10 garçons, 10 filles, peut-être vous aurez 6 garçons universités, mais peut-être 0 filles. Oui, ça c'est un autre débat que je vous conseille d'instituer un autre jour. Parce que si les filles préfèrent la maternité à leur formation universitaire haute, ce n'est pas la faute aux garçons, ni aux hommes. Ça. Et ça, je le dis à l'endroit de toutes celles qui portent des lunettes pour défendre les femmes. Mais ça, c'est un autre débat. Hein. Si les femmes veulent quelque chose, elles l'obtiennent toujours. Moi, je parle en tant qu'homme, de 70 ans. Donc, il ne faut pas raconter des histoires. Mais que faut-il faire, Bernard? Maintenant, on est à 10 ans de l'APG. Est-ce qu'on va attendre 10 ans avant de mettre ça en application? Tout ce qui est écrit ici a été repris par la CVJR sous 68 recommandations. Avant ça, il y a eu les 22 engagements avec l'Union européenne. En 2004? Voilà, le Togo n'a pas mis en application tous ces 22 engagements, mais on l'a absous quand même de ses péchés originels. Donc, moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que moi, je peux faire là-dedans comme citoyen? On fait des propositions pour que ça bouge. Alors, le Hashkroun a fait un travail technique, tout comme la CVJR. Maintenant, il reste la mise en application de ce travail-là. Et qui est le problème aujourd'hui? Qui doit mettre en application? Qui doit ouvrir Ce sont les Togolais. Ceux qui se targuent d'être élus par le peuple et qui travaillent pour eux-mêmes et leurs petits copains du gouvernement, et ceux qui se targuent d'être une opposition traditionnelle ou autre, etc. C'est à eux que revient le destin du Togo. Oui, professeur, nous avons constaté aujourd'hui que vos lignes ont bougé parce qu'avant, vous tiriez à boulet rouge sur le pouvoir. C'est le UNIL qui avait la responsabilité du blocage, mais aujourd'hui... vous critiquez aussi l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition aussi est responsable. J'ai expérimenté l'opposition. L'opposition est aussi responsable que le parti politique régnant. C'est tout. Et que faire? Il faut une nouvelle émergence au niveau de l'opposition, de nouveaux acteurs, les maintenir dans la léthargie. Le Portugal a été tenu en respect par les armes. L'Espagne a été tenue en respect par les armes, etc. Reza Pahlavi, Mobutu, tout cela ont reçu le verdict de l'histoire un jour. Lorsque vous voyez que nous sommes désarmés et que rien n'est possible,
il faut faire confiance à l'histoire. L'histoire se charge de régler ces problèmes-là tôt ou tard. Non, mais vous ne ferez pas quand même l'apologie à Dieu alors. Je n'ai pas dit à Dieu, j'ai dit à l'histoire. L'histoire, Dieu gère l'histoire aussi. Oui, ça c'est un cours de catéchisme que je ne veux pas faire. Oui. Est-ce que vous n'appelez pas le peuple à accepter de façon résignée cette situation? Non. Moi, parce que l'histoire fera sa part. Donc, je ne fais pas du dilatoire comme l'opposition en disant le peuple va prendre ses responsabilités. Ça, c'est de la fragiologie. Hein? C'est rien du tout. Mais comment? Comment est-ce que le peuple va prendre sa responsabilité? Est-ce que le peuple n'a pas voté tout le temps et on l'a triché? Quelle responsabilité le peuple peut prendre encore? Hein? Ou bien vous oubliez le procès qu'on a fait au président de la Svito? Hein? Il faut vivre dans le pays, il faut écouter les nouvelles du pays. Donc vous voulez dire que, comme certains osent le dire, qu'on ne passe pas d'une dictature à une démocratie réelle sans passer par l'étape des armes, comme vous l'avez dit en Espagne, au Portugal et même en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est ça l'histoire peut... Au Portugal, on a appelé cela la révolution des œillères. Lorsqu'on a donné ordre à l'armée de tuer les gens, ils ont mis des fleurs à leurs fusils. Moi, je ne veux pas parler de l'armée togolaise parce que je ne veux pas d'histoire. Donc, je dis que l'histoire se chargera de régler le problème du Togo si ceux qui ont la charge de le régler ne veulent pas le régler. Blaise Compaoré, je me rappelle très bien avec quelle outrecuidance et quelle arrogance il a parlé à Barack Obama. Il est en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est ça le règlement de l'histoire. Maintenant, mais c'est pas évident, ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Oui, parce que souvent la Côte d'Ivoire n'est pas le Togo, le Burkina n'est pas le Togo. C'est un cas sur un million. Je peux vous citer les cas. Vous avez d'abord Samson et Dalila, ensuite Mobutu, le printemps arabe, etc. Ça, c'est l'histoire qui se charge de régler le compte à ceux qui ne veulent pas faire les comptes. Là, vous appelez à la résignation, restez tranquille, l'histoire... Ce n'est pas une résignation. Est-ce que, depuis que vous m'invitez ici, j'ai parlé comme un résigné? Je fais des constats. Je constate que le Togo est géré par un groupe de revanchards et le pays est tenu par les armes. Pourquoi parlez-vous de revanchards? Ils prennent la revanche sur la colonisation. Certains prétendent que pendant la colonisation, un parti du pays s'est enrichi et que c'est leur tour de s'enrichir. C'est tout. L'histoire contemporaine vous donnera les noms et les chiffres un jour. Moi, je suis comme le griot du village. Je parle seulement. Oui, professeur. Oui. Et aujourd'hui, il y a deux camps, quoi qu'on dise, le pouvoir et l'opposition. C'est ça. Et est-ce que vous ne pensez pas que la fébrilité de l'opposition est en train de faire la part belle au pouvoir? Est-ce que c'est une affaire de fébrilité? Je ne crois pas. Vous avez de part et d'autre des universitaires, il ne faut pas l'oublier. Le pouvoir a ses universitaires, l'opposition a ses universitaires, et si ces deux groupes-là n'arrivent pas à s'entendre, ça veut dire que c'est ce que Friedrich Nietzsche appelait la volonté de puissance qui est le moteur de la chose. Les intérêts personnels déguisés en intérêts publics et nationaux. C'est tout. C'est comme ça que nous, on travaille dans notre discipline. Non, si je parle de fébrilité, ailleurs, les gens ne s'étaient pas engagés mieux que chez nous ici, mais les fruits étaient au rendez-vous. Mais depuis le sacrifice des centaines, des milliers de morts, mais c'est toujours le statu quo. Ça ne fait rien. Le Togo est devenu une étude de cas dans les facultés de politique. J'ai appris ça aux États-Unis en l'an 2000. J'y ai été en 98 également. Donc, il y a toujours un péché originel quelque part. Et tant qu'on ne l'aura pas découvert et absous, le pays restera... C'est la traîtrise. C'est la traîtrise aussi. Non. La dernière fois que je me suis fâché, j'ai dit que les Togolais n'aiment pas les Togolais. Je ne comprends pas pourquoi. Vous comprenez pourquoi? Non. Moi, je ne sais pas que les Togolais n'aiment pas. Je sais que les Togolais aiment son prochain. Non, c'est faux. C'est faux. Et pourquoi vous dites qu'on ne s'aime pas? Dans l'article, je disais qu'un pays qui peut payer un entraîneur de football 25 millions par mois, qui peut donner 150 millions à des Miss Togo, n'est pas capable de donner un bus au professeur
pour aller de Lomé à Kara pour enseigner, c'est qu'il y a des gens quelque part qui considèrent ces pauvres bourgs de professeurs comme des privilégiés. Comment vous rendez entre l'entraîneur de foot. Entre vous y rendez en avion à Kara. On vous laisse à N'Tougou. Ah, vous faites très bien de poser la question. Lorsqu'on nous a demandé nos suggestions pour l'université de Kara, c'est moi qui avais proposé Lomé-Niamtougou par avion, Niamtougou, Kara par bus. Il paraît que les autorités ont demandé si c'est un Togolais qui a proposé ça. C'est le retour que j'ai eu de ma proposition. Et cela n'a jamais Donc, été on allait en bus de Lomé à Kara. Et cette année, on a supprimé le bus pour nous donner 15 000 francs, débrouillez-vous. Donc, vous avez vos valises sur la moto, de la maison au bus, et de sortie de bus, vous avez vos valises sur la moto pour aller du bus à l'hôtel. Pendant ce temps, on envoie des voitures chercher des enseignants au Burkina, on les ramène et on les redépose à Ouaga. Est-ce que c'est aimer les Togolais que d'agir comme ça? Oui. Voilà la question. Mais dans tous les cas, on accuse aussi les universitaires et les intellectuels d'avoir une certaine responsabilité dans cette gestion. Monsieur le professeur, quelle est la place de l'université ou de l'intellectuel en politique dans un pays? Est-ce qu'il a sa place à côté du chef de l'État, des politiques, pour donner conseil et orienter la gouvernance, ou bien il a sa place du côté du peuple pour éclairer le peuple? Je pense que chacun fait son travail à sa place. C'est ce que Monseigneur Baïga a dit, faites ta part. Et le jour où vous interrogerez les étudiants du 5 octobre 1990, ils vous donneront la part de ma part dans leur part. C'est comme ça. Merci professeur Magloire Koukovi, l'émission tire à sa fin. On vous laisse avancer le mot de fin. Non, je pense que le Togo doit changer de modus vivendi. En Afrique, la parole donnée est sacrée. Lorsqu'on donne sa parole, quelque part, il faut la respecter. C'est tout le mal que je souhaite au Togo. Merci professeur Magloire Koukovi. Je rappelle qu'il est professeur en de philosophie. À la retraite, depuis 10 ans. Mais de temps en temps, il est sollicité pour donc intervenir dans les universités du Togo. Merci à Carlos Ketoou de l'Indépendance Presse. Merci à Alirou Tchakala du Courrier de la République. Mesdames, Messieurs, merci. Bon week-end à vous tous. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.